les noms sont tous programmés. Là. Ah, donc, on va vraiment la aller comme il faut sur les pieds, sur les... Ouais. Bonsoir, bienvenue à la réunion ordinaire publique du Conseil municipal de la ville de Dieppe. Vous remarquerez que le maire a changé de look. Donc, je vous demanderai votre patience si jamais les choses ne se passent pas aussi temps naturel. Donc, premièrement, la ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral traditionnel non cédé des Mi'kmaq. Les traités de paix et d'amitié que les Mi'kmaq ont élaborés de façon conjointe et signés avec la couronne britannique pendant le 18e siècle s'appliquent à ce territoire. Les traités n'abordaient pas la cession de territoire ou de ressources, mais reconnaissaient en fait le titre des Mi'kmaq et établissaient les règles concernant ce qui devait être des relations durables entre les parties. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. J'appelle la réunion à l'ordre. Confirmation du quorum par le greffier. Est-ce qu'on a un quorum? Oui, nous avons le quorum. Conseillère Turgeon-Roy est aussi à distance, alors nous avons le quorum. OK, parfait, ça c'est fait. Déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'on a reçu des déclarations de conflit? Non. Pour l'adoption de l'ordre du jour, qui en fait la proposition? Proposée par le conseiller Brideau, appuyée par le conseillère Leboutillier. Sur la question? Aucune question. On adopte... Tout le monde est en faveur de la résolution. Oui, OK, parfait. Donc, ça personne contre? Non, c'est bon, c'est adopté. Donc, premier item, présentation, requête et pétition, demande de renseignement des membres du Conseil, service régional de Kodiak. On a l'inspecteur Chantal Arsenault-Farah. Donc, est-ce que vous avez ce soir des informations à nous donner? Oh, pardon. Bonsoir, mairesse suppléante ainsi que conseiller et conseillère. Je vais commencer par parler un peu des initiatives de l'unité de police communautaire. Il continue toujours d'être très occupé avec diverses initiatives dans la région touchant les jeunes, les personnes âgées, les gens à risque. Entre autres, le 7 octobre, nos policiers ont participé dans une soirée organisée par le district scolaire francophone pour les parents nouveaux arrivés qui ont des jeunes dans les écoles. Dans le cadre de cette rencontre, nos policiers avaient été invités de faire une présentation sur le rôle de la police au Canada, celui étant de maintenir la paix, de faire respecter la loi et de travailler avec nos collectivités pour assurer la sécurité publique. C'était une bonne présentation, puis on a eu beaucoup de bonnes questions. La semaine prochaine, vous aurez peut-être l'occasion de croiser un groupe de policiers en vélo-montagne dans les sentiers dans la région, car on organise encore une formation spécialisée en conduite de vélo-montagne. Alors, on peut s'attendre de voir une dizaine de policiers en formation. Cette formation se fait à travers notre région, alors si vous les croisez dans nos rues, ça leur fera un plaisir de vous saluer. L'unité de réduction de la criminalité. Nos policiers de cette unité-là continuent leurs efforts contre la lutte de consommation de drogue en plein air dans le centre-ville de Moncton spécifiquement, en faisant des patrouilles afin de faire sûr que les gens veillent à respecter les lois. Ils ont fait plusieurs vérifications, puis entre autres, juste tout dernièrement, ils ont procédé avec 4 arrestations avec des gens qui avaient des mandats. Ils ont tous été amenés en cours pour répondre aux accusations ou donner une date de comparution en cours. En ce qui est de nos enquêtes généraux, alors ça, c'est nos policiers qui sont spécialisés avec les crimes les plus sévères. J'ai juste 2 cas à vous rapporter. Le 24 août, vers 9 heures le soir, nos policiers se sont rendus sur les lieux d'un vol dans un commerce du centre commercial Champlain, sur la rue Paul, ici à Dieppe. Le suspect est entré dans le magasin, puis s'est présenté à la caisse, puis il est parti sans payer avec des articles d'une valeur de 700 $. J'apporte votre attention à ce cas-là, car sur notre site web puis les médias sociaux, il y a des bonnes photos du suspect.
Alors, je demande aux gens, s'il vous plaît, de prendre la peine de regarder ça. La raison que je vous le signale, c'est parce que lorsque les employés ont essayé d'approcher cette personne-là qui avait fuyé le magasin, il avait fait des menaces disant qu'il y avait une arme. Alors, ça a vraiment monté la coche au niveau de comment sérieux qu'était l'offense. Puis, le suspect il est parti dans un véhicule, en particulier un Dodge Journey gris foncé. Alors, la description du succès sur notre site web, les médias sociaux, puis je demande aux gens de prendre la peine de regarder ça. Puis si vous avez des informations qui pourraient nous aider, s'il vous plaît, le signaler à la GRC ou échec au crime. Comme autre mise à jour, c'est spécifiquement sur un dossier d'enquête d'interférence sexuelle puis d'agression sexuelle. Il y avait des accusations supplémentaires qui ont été portées contre un homme de 37 ans de Moncton dans le cadre d'une enquête sur des agressions sexuelles et d'autres infractions commises dans la région du Grand Moncton et dans les régions avoisinantes. L'enquête avait débuté en novembre 2022 par la force policière de Fredericton, quand il avait reçu une plainte au sujet d'un homme qui filmait des enfants dans la piscine de différents hôtels de la ville à Fredericton. Cet homme-là, de 37 ans, avait été arrêté dans le cadre de cette enquête-là, puis a été accusé. Il avait été libéré sous certaines conditions. Peu longtemps après, au mois de décembre, en 2022, l'homme de 37 ans a été arrêté par les policiers du service régional de Kodiak de la GRC pour manquement aux conditions de l'ordonnance en mise de liberté. Par la suite, le 2 février 2023, Stephen Blackwood a comparu en cour provinciale à Moncton et a été accusé d'agression sexuelle et de contact sexuel en lien avec un incident qui était venu dans une école dans la région, puis avait été remis en détention. Au cours de l'enquête, on a appris que l'homme a été accusé d'avoir commis d'autres infractions semblables dans la région du Grand Moncton et des environs depuis 2018. En septembre 2023, Stephen Blackwood a plaidé coupable aux accusations de contact sexuel liées à un incident survenu en novembre 2022. Puis le 6 octobre, d'autres accusations ont été portées contre cet individu-là devant la Cour provinciale de Moncton, notamment 31 chefs d'accusation de voyeurisme, agression sexuelle et interférence sexuelle. Stephen Blackwood est toujours en détention et doit revenir en cours à une date ultérieure. Je vous signale ce cas-là, car si jamais il y a eu des gens qui ont été victimes ou qui ont eu des renseignements par rapport à des événements liés à ces agressions-là ou ces accusations-là, on vous demande de communiquer avec la GRC de Kodiak, ou si ce sont des offenses qui ont arrivé dans d'autres lieux, vous pouvez contacter la police de votre région. Ceci termine le rapport pour ce soir. Alors, merci pour les informations. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil? Aucune question. Donc, merci pour votre présentation et puis on comprendra si vous ne restez pas ce soir pour le reste. Merci, madame. Merci. Ensuite, présentation, rapport municipalité Amis des aînés de Richard Thériault. Ça, c'est Marc de la maison. Ah, OK. Il va nous expliquer pourquoi c'est Richard Thériault. Attends, comment est-ce que je l'ai lu? Venu parce que j'étais en vacances, donc c'est lui qui était là pendant mes vacances. Mais merci beaucoup pour m'accueillir ici ce soir. C'est un projet qui a été fait l'année passée, puis il y a une présentation finale qui a été faite au groupe MADA en janvier dernier, dont M. le maire, qui est absent ce soir, a été présent, puis qui a vu la présentation du rapport au groupe MADA. Qui est vraiment initié par votre association ou tous les pôles qui ont été faits par la Fédération des aînés de Nouveau-Brunswick, je crois. Ça fait que, mais Dieppe a toujours voulu être un leader, si vous voulez, dans ce programme-là et aussi pour les aînés de la ville de Dieppe. Donc, c'est pour ça qu'on avait entamé cette étude ici, pour voir quelles sont les meilleures choses qu'on peut faire pour les citoyens de cette catégorie d'âge-là de la ville de Dieppe. Donc, c'est le petit piton qu'il y a là. Ah, je peux faire les flèches. OK. Je connais mieux les flèches. Donc, ce soir, il y a 3 choses qu'on va faire parce qu'on a fait ça en 2 étapes majeures. On a fait un sondage public, au grand public,
premièrement, pour identifier c'est quoi les grosses sphères. Ensuite de ça, on a fait un World Café, c'était ça. Je vais vous l'expliquer un peu plus tard, mais c'était avec des groupes. C'était un groupe qui était composé de leaders de ce niveau d'âge-là de la ville de Dieppe et les actions qui ont recommandées de cette étude-là qui est survenue. Donc, la première partie, puis vous avez déjà le PowerPoint en entier qu'on avait présenté au groupe MADA, qui inclut plus les graphes puis ces choses-là. Je vais vous épargner ça ce soir parce qu'on va passer à travers plus vite, mais vous avez quand même référence à toutes les choses. Ici, on a fait vraiment pour ce soir un résumé, si vous voulez, de tout ça. Il y a eu 307 répondants. Ça paraît pas beaucoup, mais n'importe quand que tu as au-dessus de 200 répondants, statistiquement, tu peux être dans ce qu'on appelle une représentation de la population. Ici aussi, quand on a fait le sondage, les premiers constats, c'est les répondants étaient représentatifs du public cible. Donc, on avait des répondants qui avaient des maisons, qui vivaient en condo ou en appartement. On avait des répondants anglophones, francophones. On a vraiment une pièce de tarte qui était vraiment assez bien partagée à travers tous les répondants pour faire un meilleur profil de ce qui était les enjeux pour cette population-là. Donc, le taux de certification qui est sorti généralement, je vais vous faire vraiment les gros highlights, mais je peux tout le temps vous répondre par après. Le taux de satisfaction et la vie active de la municipalité sont très élevés. Donc, les gens, généralement, allaient soit très satisfaits à satisfaits, puis il y avait seulement quelques minorités qui a dit qu'ils n'étaient pas satisfaits ou qu'il y avait des enjeux. Donc, généralement, la population de la ville de Dieppe, de ce créneau d'âge-là, était vraiment satisfaite. Aussi, au niveau des résidences, qu'est-ce qui s'est sorti aussi, c'est qu'ils veulent rester autonomes le plus longtemps possible, soit garder leur maison ou aller en condo, mais pas aller dans un foyer ou aller vivre dans la famille, OK? Parce que ces questions-là étaient quand même posées dans qu'est-ce qu'on faisait. Donc, ils cherchent à être plus autonomes. Puis, quand on dit 70 is the new 50, là, c'est vraiment, on peut voir ça, que le vieillissement de la population, ils cherchent à être plus actifs et autonomes, et on le voit dans le sondage. Les trois grandes zones d'intérêt qui les intéressent plus à la population, c'est la santé physique. Ils veulent se garantir en santé physique, puis ça a sorti de 2-3 façons dans le sondage, soit par l'activité qu'ils disaient qu'ils faisaient l'activité physique, mais aussi par leur utilisation des trottoirs ou des sentiers ou des activités, des infrastructures sportives que vous avez. Ensuite de ça, la détente et santé mentale. Il y a beaucoup de répondants qui ont dit qu'ils font vraiment, eux autres, ils cherchent à faire soit de l'activité ou sortir de chez eux pour soit changer les idées ou leur santé mentale, ou vraiment c'était une importance pour eux autres. Le troisième, c'est la socialisation. Très fort dans le sondage. Ils cherchent vraiment à socialiser, à être plus intégrés dans les choses qu'ils font. Puis on ne parle pas juste d'aller voir un spectacle culturel, on parle vraiment de faire des choses ensemble et de bâtir et même se construire de nouveaux amis parce que ça change beaucoup à ce niveau-là. Alors, très satisfait des infrastructures et de la sécurité. Donc, l'exercice physique, donc les utilisations qu'ils ont avec le centre aquatique, tout de même, j'oublie tout le temps le nom, mais mon parc Rotary, il y a une place où il y a toutes sortes de jeux qui peuvent être joués. L'affaire de pickleball est une grosse affaire, comme vous le savez. Ils cherchaient tout le pickleball. Mais c'était vraiment spécifique au jour. C'est une population qui cherche, ils ont peur, ils ne veulent pas sortir le soir. Donc, si vous avez des choses à penser, beaucoup des locaux qui est loué à eux autres, mais présentement, c'est loué le soir. Parce que le jour, c'est utilisé à quelque chose d'autre. Donc, ils n'ont pas de locaux qui sentent à eux autres parce que, OK, le club garçons et filles, ils vont louer le local, mais après les heures normales. Donc, pour cette population-là, c'est un petit défi d'apporter les gens parce que c'est après le soir, c'est dans le soir. Okay? C'est une des grosses choses que je vais porter à votre attention. Les communications sont assez satisfaites parce qu'ils sont beaucoup sur Facebook, vont voir sur le site web, la ville, ces choses-là. Où est-ce que ça devient un défi, vous allez voir plus tard, c'est que comment sortir l'information qui est pertinente à eux autres dans cette mer d'informations-là.
Donc, il y a des opportunités à aller faire. Donc, le site web, calendrier est très utilisé pour eux autres. Le bouche à oreille est encore très, très, très fort avec eux autres. Ils vont marcher, puis ils vont se parler, puis ces choses-là, vous connaissez vraiment comment ça marche. Puis, s'ils vont se rencontrer en groupe, ils vont voir un spectacle, ils se parlent. Ah, tu as vu l'autre chose qui s'en vient? Il y a beaucoup de bouche à oreille qui se fait encore. Très important pour ce groupe d'âge-là. L'engagement des citoyens est assez fort aussi. Quand on a demandé les questions, voulez-vous participer, voulez-vous aider, voulez-vous faire partie d'un club de bénévolat, on était quand même surpris du trop de gens qui ont voulu dire oui, ça nous intéresse de participer ou d'aider ou faire partie des groupes qui sont associatifs. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant ou vous voulez attendre à la fin? Je pourrais même faire ça. Je pense qu'on va attendre juste à la fin. OK. Oui. OK. La sécurité, par contre, les deux choses qui ont été négatives, pas là, mais c'est l'éclairage dans les rues. Il y a certaines rues qui ont encore un défi là, puis je le connais parce que la rue où je demeurais avant, il y a vraiment une section où c'était complètement noir, mais la vitesse dans les rues. Ça, on va toujours l'entendre. On s'attendait d'entendre ces deux réponses-là avant même avoir fait le sondage, mais ils sont venus valider que qu'est-ce qu'on pensait qu'elle allait répondre a été répondu à ce niveau-là. Ensuite de ça, on a fait un événement, ce qu'on appelle World Café. Ça, c'est un outil qu'on a utilisé avec un groupe de leaders. On parle des personnes qui étaient sur le groupe des aînés. J'ai oublié encore tous les groupes. Il y avait des membres de clubs, puis du monde qui sont vraiment actifs de ce créneau d'âge-là, mais très actifs dans la communauté. Donc, la session World Café, c'est un outil qu'on utilise au World Café pour donner une chance à tous les participants de participer, mais donner leur opinion sans qu'il y ait des personnes qui monopolisent la discussion, si tu veux, puis que tout le monde partage. Et aussi, ça donne une chance les gens qui donnent l'information ou qui donnent leur feedback de construire un sur l'autre. Donc, c'est vraiment une bonne façon de sortir d'un temps de délai plus court, un très bon feedback des gens. C'est conçu pour maximiser les idées et guider les discussions vers des solutions réalistes aussi. La manière qu'on le fait, c'est qu'on prend les informations, mais après ça, on a des outils qu'on utilise à travers du World Café pour, si vous voulez, canaliser qu'est-ce qui va être choisi le plus important ou qui va, on dit en anglais, bubble to the top, là, les choses les plus importantes. Donc, quand on a fait ça, les faits saillants, les constats du sondage ont été présentés aux participants avant. Donc, on a fait le sondage. Qu'est-ce que vous avez parlé des constats, puis vous avez dans votre PowerPoint qui est plus... On a tout montré ces graphiques-là, puis l'information qui a semé, si tu veux, le plateau ou le début de cette activité-là. Des besoins et des solutions ont été discutés et guidés de façon participative. OK? Puis les participants ont identifié des axes prioritaires qu'ils voulaient. Ensuite de ça, les participants ont aussi identifié des actions possibles. Donc, ils ont dit, c'est beau de dire, on rêvait ça, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour se rendre là? Fait que les participants ont quand même parlé de tout ça. Là, ce que je vous montre, c'est des deux gros axes qui en ont sorti de cet événement-là. Le premier, le plus important, c'est l'espace désigné uniquement aux aînés. Puis, j'ai dit un petit peu tantôt pourquoi, il y a deux choses que je vais répondre déjà. Pourquoi uniquement aux aînés? Parce qu'ils cherchent quelque chose le jour. Quand je vous ai dit tantôt, la plupart des autres places qui est donné pour ces choses-là, c'est le soir. Ils se sentent moins à l'aise avec ça. L'autre chose aussi, c'est que quand on va placer, comme on dit, mais tu as le club d'âge d'or ici, le club d'âge d'or là. Le club d'âge d'or, c'est pas la même chose que les autres cherchent. Un club d'âge d'or, c'est un club. C'est un groupe qu'il faut que tu payes pour être membre, puis tu es un membre, puis tes activités sont juste pour ces membres-là. Donc, ici, tu cherchais beaucoup plus large pour servir leur population d'une façon beaucoup moins restreinte de ce qui est fait tout de suite. Ça ne veut pas dire que les clubs d'âge d'or ne peuvent pas être dans notre étude de faisabilité, on ne peut pas trouver une solution qui est plus large, mais ce n'est pas le même objectif pantoute qu'ils cherchent avec qu'est-ce que nous autres on présente comme solution ce soir. Fait que les nécessités qui ont été choisies, il va y avoir quelque chose de permanent, accessible le jour, comme j'ai mentionné, avec des activités physiques ou culturelles ou n'importe quoi d'autre, pas culturel, je devrais dire plus comment. On va dire tricoter, faire du crochetage, ces choses-là, parce que ces activités-là font beaucoup plus de regroupements sociaux qui vont partager puis qui vont se sentir dans un groupe qui travaille ensemble. Pour des regroupements sociaux, donc cet emplacement-là que les autres cherchent,
c'est plus pour ça devrait aussi être capable d'accueillir des regroupements sociaux ou des activités spéciales pour avoir accès à des ressources pour les aider dans leurs tâches les plus difficiles. Ça doit être important, puis il y a un exemple au Nouveau-Brunswick qui a été fait, que je vais vous parler plus tard. Puis, quand ce qu'on dit les ressources, c'est que présentement, un des gros défis qui n'est pas écrit là, mais qui a été mentionné souvent, c'est comme, OK, si je cherche quelque chose à propos de ma nutrition, où est-ce que je vais? Si je cherche quelque chose à propos de la physiothérapie, où est-ce que je vais? Si je vais, c'est vraiment chercher tous les services qui sont pertinents aux autres, que ce soit Meals on Wheels, que ce soit du caretaking chez vous, ces choses-là. Ils ont bien de la misère à voir à qui est-ce que je vais, puis s'ils appellent une telle place, ils font cheminer à quelqu'un d'autre, puis cheminer à quelqu'un d'autre. C'est vraiment difficile. Vous comprenez le défi qu'il y a, surtout cette sphère de population-là. Gros défi à cheminer à travers de tout ça. Okay? Puis, l'autre, l'espace désigné, on ressorti les défis actuels, les espaces de rencontres offerts par la Ville de ce groupe d'âge qui changent fréquemment. Okay? On dit, vous avez une place ici au, comment que ça s'appelle, le Centre Uni, mais on va l'avoir là, puis après ça, une telle journée ne serait pas disponible, on va vous offrir un autre espace ici au Club de Rotary. Mais comment est-ce que tu informes ce réseau de population-là pour dire, hey, ça a changé d'espace? C'est vraiment mêlant, il faut que tu aies une place que c'est désigné, uni, puis que le monde sache exactement où aller à chaque fois. Donc, ce n'est pas juste leur offrir un espace qu'ils cherchent, ils cherchent vraiment quelque chose qui va être utile puis que les gens pourront savoir où aller. Les communautés et les associations qui vivent continuellement dans ces boîtes, à chaque fois qu'ils font une activité, il faut qu'ils aient fini, il faut qu'ils tout mettent ça dans une boîte puis ils arrangent ça. Je finis une autre activité, mets tout ça dans une boîte, range ça. OK, mets ça dans un char, apporte ça à quelque part. C'est un défi à chaque fois. On ne le réalise pas, mais il faudrait le vivre dans leurs souliers à un moment donné. Il n'existe pas de point fixe commun. Les activités durant le jour et soirée devraient être au même endroit, au même heure. Ça, je l'ai mentionné, pour éviter la confusion des utilisateurs. Les autres, ils proposaient dans cet axe-là d'évaluer la possibilité de trouver un endroit qui est dédié uniquement aux communautés des gens. Ils ne cherchent pas vraiment que vous arrivez et vous dites « Ah, c'est ça votre place ». Ils ont vraiment été dans cette activité-là, ils ont été réalistes, ils ont dit « Regarde, il faut qu'on participe là-dedans, puis qu'il faut qu'on trouve quelque chose. Peut-être que c'est un endroit qui existe déjà, puis qu'on peut aller avec quelqu'un d'autre, puis qu'on peut développer ça ensemble. Peut-être que c'est une place qu'on achète, peut-être c'est une place qu'on loue. » Ils ne savent pas encore. Puis ils ont été, regardons plus large, puis essayons de trouver la meilleure solution possible qui va être viable à long terme. Okay? C'est pour ça qu'ils proposent d'évaluer la possibilité de trouver un endroit qui est dédié uniquement à la communauté des aînés. Et on dit où les aînés peuvent aussi prendre conseil entre eux. Ça, c'est important. Ça a sorti souvent. Je vous l'ai mentionné un peu tantôt, comment est-ce qu'ils naviguent ça, mais for the people, by the people, vous comprenez ça? Il y a beaucoup de ces aînés-là qui ont déjà l'information dans leur tête. Puis il y a beaucoup des gens qui savent déjà qu'est-ce qu'ils doivent faire ou à qui ils doivent appeler, puis comment est-ce qu'ils doivent aller chercher les choses. Je le sais, ma belle-mère est presque aveugle, elle a besoin dans la maison. Qu'est-ce que mon épouse puis ma sœur ont appris vaut de l'or, qui peuvent donner ça, cette information à n'importe qui d'autre après pour savoir quoi faire dans ces situations-là. Mais il y a eux autres, beaucoup des aînés, ils savent déjà, beaucoup entre eux, cette information-là, mais comment est-ce qu'ils peuvent trouver une façon de partager? Puis, il y a un exemple que je vais vous donner une minute. Ça fait 2-3 fois que je vous dis ça, mais je vous le promets, je vais le faire. Par exemple, les conseils peuvent être sur des programmes d'appui financier, services de santé, activités culturelles, conditionnement physique, etc. Les autres proposent, mais qu'est-ce qu'on fait prochainement? Les actions recommandées. Embaucher un consultant pour faire une étude de faisabilité de projet. Puis on dit, il faudrait faire une recherche statistique existante au sujet de centres de ressources pour aînés. Essayons de voir ailleurs qu'est-ce qui est fait. Comment c'est fait, puis comment c'est structuré d'une façon monétaire, mais aussi d'une façon physique. L'analyse des espaces existants, donc, une fois qu'on regarde ce qu'il fait ailleurs, ils ont dit, mais la prochaine chose qu'il faudrait faire après ça, c'est, OK, faisons un scan de qu'est-ce qu'il y a dans la communauté ici, comme espace physique actuel, qui manque, etc. Ensuite de ça, identification des possibilités. Et ensuite de ça, validation auprès des acteurs clés leaders. Les acteurs clés leaders, c'est vous. Donc, c'est après qu'ils ont fait des... Là, il y aurait ce qu'on appelle un stage gate, où ce qu'on pourrait aller voir avec vous autres. Voici les possibilités. Êtes-vous d'accord avec la direction qu'on s'en va? Après ça, si vous dites oui, après ça, il va y avoir une production d'analyse financière.
OK? Puis, ensuite de ça, une présentation finale. Puis, la production d'analyse financière, c'est vraiment des états financiers pro forma qui seraient faits avec la viabilité, puis voir qu'est-ce qui existe comme source de revenus, comment ça serait payé, comment est-ce que ça coûterait, etc., comme une business. Comme une entreprise, il y aurait vraiment une production d'analyse financière pour vous présenter, pour dire, OK, c'est ça les prochaines étapes. OK? Question à la fin, c'est vrai. Ensuite de ça, cette étude de visibilité devrait répondre aux objectifs suivants. Description de l'emplacement de ces services. Entre mots, il faut avoir un outil à la fin qui va être vraiment utilisable. Quand cet emplacement sera mis en service, identification des utilisateurs et partenaires. Ça peut être un ou plusieurs partenaires, ça peut être provincial, ça peut être une association, je ne sais pas encore. Budget et ressources de revenus, puis viabilité et besoins du projet. Donc, ça, c'est vraiment qu'est-ce qui termine l'axe 1. L'axe 2 a été identifié après avoir défini l'axe 1 pour dire, OK, mais comment est-ce que, tu sais, c'est beau de faire ça, mais vous avez vu le film, You Build It, They Will Come, là, mais ici, they will come, they need to be informed to know it was built. En anglais, j'ai des mots anglais plutôt parce que j'ai des analogies de films, mais c'est qu'il faut vraiment que les personnes de cette population-là soient informées de, que le centre existe, qu'est-ce que ça peut faire pour eux autres et comment est-ce que les activités peuvent être promues entre eux autres. Une couple d'affaires qui a été discuté avec ça, les communications, les participants ont identifié qu'ils ont un accès à l'information, mais difficile à extraire ce qui est pertinent. Je l'ai dit tantôt, ils ont un site web, ils ne savent pas ce qui est pertinent les autres. L'autre chose aussi, l'importance de l'utilisation du bouche-à-oreille dans la communication de ce groupe d'âge-là. Ce qu'ils ont identifié, c'est qu'un groupe site connaît toute l'information. Le groupe-là connaît l'information, mais ça ne se partage pas entre eux autres. Puis il y a un autre groupe site, puis le club d'âge-là a tout son MailChimp qu'ils font. Puis, donc, comment est-ce qu'on fait pour faire un web, mais de notre information? Comment est-ce qu'on mixe tout ça ensemble pour voir, y a-t-il une façon de mieux communiquer pour cette tranche d'âge-là? Donc, il y a vraiment un projet à faire à ce niveau-là. Toutes les associations et groupes ont leur propre réseau de communication, comme j'ai mentionné. Développer une approche sur le terrain pour communiquer. Ici, avec ce groupe d'âge-là, ils ont dit, il ne faut pas que ça vienne du top puis que nous fournissez l'information. On a toute l'information, nous autres. Ici, c'est juste qu'elle se propage mal entre eux autres. Donc, y a-t-il une façon qu'on peut trouver toute l'information ici, qu'on la partage d'une façon coordonnée et centrale? Ensuite de ça, qu'on repousse ça vers nos groupes, notre tranche d'âge, notre groupe cible. Puis, ensuite de ça, propose d'étudier. Les autres, ils ont dit, bon, mais comment est-ce qu'on va faire ça? On va proposer d'étudier la possibilité de créer un réseau et processus de diffusion. Donc, trouver le réseau premièrement, puis le processus, comment que l'information se propagerait. C'est-tu à travers d'un site web, c'est-tu à travers des email lists, c'est-tu à travers, on ne sait pas encore, mais il y aurait une façon de trouver un processus plus élaboré, puis plus simple, possiblement par des bénévoles, for the people, by the people, la même chose qu'ils ont dit là. Nous autres, on veut propager notre propre information. Les outils pertinents qu'ils pourraient voir, c'est courriel, site web de la ville, page Facebook, les autres, calendrier événements au centre des aînés, ils ne savent pas encore. Ça, c'est des outils. Donc, des actions recommandées, formation d'un comité de communication. Donc, identifier des réseaux et médiums possibles. Ce serait un comité qui serait formé des leaders qui connaissent vraiment qu'est-ce qui se passe un peu partout dans la ville. Déterminer le processus et méthodologie avec ce groupe-là. Identification et création d'outils de diffusion. Ensuite de ça, finalisation du plan de communication. Donc, présentation partenaire. J'ai fini. Je parle vite. À vous des questions. Parfait. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce qu'on a des questions de la part des membres du conseil? C'est bien. Conseillère Godbout? Merci. Tu m'as donné beaucoup de réflexion en regardant le rapport. Alors, merci pour ça. Je trouve que ça a évoqué beaucoup de choses. Mm-hmm. J'ai beaucoup de questionnements. Je ne sais pas si c'est des choses que tu peux m'aider avec pour m'aider à m'éclaircir là-dessus. J'essaie de réconcilier des choses dans ma tête. Pourquoi ça serait une bonne idée? Je trouve que c'est toujours une bonne idée d'étudier quelque chose avant qu'on se mette dedans. Fait que déjà là, c'est bien parti avec ce que tu suggères là, puis qui veulent l'étudier plus profondément. Une des choses qui m'a frappée quand j'ai regardé le rapport, c'est
est-ce qu'on a bien identifié tous les besoins ou comment est-ce qu'on a identifié les besoins existants de notre population aînée? Alors, c'est quoi notre source d'information pour ça? Il y en a eu deux. Là, comme Oui. j'ai mentionné, tu as le sondage qui était très large, puis qu'on a seulement extrait les choses qui étaient importantes pour les gens. Aussi, les leaders qu'on avait lors du World Café, eux autres, ils ont vraiment dit, regarde, tu peux dire 10 000 choses, mais voici les 3 plus importantes. Ou voici les 2, 3 plus importantes. Puis c'est comme ça qu'on avance, c'est que tu identifies, puis les besoins ont quand même été sondés auprès des aînés, puis eux autres aussi sont très proches de cette sphère de clientèle cible-là, qui savent qu'est-ce qu'ils ont besoin et pas de besoin. Puis c'était un groupe hétérogène qu'on a fait avec. Quand je dis des leaders, c'est du monde qui travaille avec des personnes aînées. C'était des groupes qui étaient partie des associations, c'était des groupes qui ont étudié ça, c'était des groupes qui ont vu des choses ailleurs. Une chose, j'ai oublié de vous mentionner, puis merci pour la question, c'était quand même assez large, comme j'ai dit, pour voir c'est quoi les besoins des aînés. Ça a été identifié, puis n'importe qui était dans le groupe et au comité MADA peuvent vous attester que c'est vraiment les besoins urgents qu'on a besoin de suite. Il y en a-tu d'autres qui vont sortir par après? Possiblement, mais il faut régler ceux-là avant. C'est ça le problème. Puis, une fois qu'on a vu aussi ça, il y a quelqu'un qui a mentionné, mais il y a un projet pilote qui a été fait à Cocagne. Puis ça a été fait avec, c'était le département de l'Université du 3e âge, je pense. C'est ça. Puis c'est un projet pilote qui a eu des fonds du gouvernement fédéral donnés, puis ils font très proche de qu'est-ce qui a été sorti là, sans même le savoir ou avoir une couple d'idées. Mais eux autres, ils appellent ça un guichet unique. Okay? Le guichet unique, c'est exactement qu'est-ce qu'on propose d'avoir une place que le monde peut aller avoir de l'information pour ces choses-là. Ils peuvent avoir aussi des services. Eux autres, c'est un peu plus large et différent, puis voir, y a-t-il une façon d'extrapoler qu'est-ce que les autres font bien, puis que nous autres, on pourrait mieux faire. Ils font des choses comme Meals on Wheels, ils font des choses pour aller aider des gens à domicile, ils font des appels téléphoniques juste pour parler au monde qui ont besoin d'appeler. Donc, puis ça existe encore, ça a été commencé en 2020, 2021, je pense. Ça a été lancé, puis ça existe encore aujourd'hui. Le site web, il fallait le voir, la page Facebook. J'oublie le nom, mais je peux vous le sortir dans quelques minutes. Mais il semble avoir... Puis quand ça a été sorti, ce projet-là, à Cocagne, il y avait un gros désir que ça se propage un peu partout. Pour des raisons que j'ignore, ça ne s'est pas propagé dans d'autres villes, puis j'ai de la misère à comprendre pourquoi. C'est une affaire de communication qui a mal été faite. Il y a quand même des articles qui sont sortis dans Radio-Canada et une couple d'autres places. Mais j'ai juste vu Radio-Canada puis le site web de la province qui ont mentionné ça. Juste une question, ça va? Oui. Merci, c'est utile de mes réflexions. L'autre question que j'avais ou questionnement que j'avais, c'était lorsqu'on introduit des nouveaux concepts comme ça, alors qu'on a des groupes qui sont peut-être un peu envahis parce qu'il y a trop d'informations, on ne sait pas où aller chercher l'information, il peut y avoir une critique qu'on ajoute juste une autre couche pour essayer d'avoir accès aux informations. Alors, est-ce qu'il y a eu des discussions ou des pensées à cet égard-là à dire est-ce qu'on est en train d'introduire juste une autre couche qu'il faut qu'un groupe passe à travers pour se rendre finalement au service qu'ils ont besoin? Le défi qui a été mentionné à ce niveau-là, c'est que justement, il y a toutes sortes de monde qui essaient d'ajouter d'autres couches. La ville essaie de le faire, la province essaie de le faire, tout ça. C'est ça, oui. C'est ça le défi parce que c'est mal communiqué. Les autres ne se sentent pas touchés par ça. Ils voient que c'est juste ça. Puis toutes les couches qui ont été ajoutées, c'est peut-être pas pertinent pour tous les besoins que les autres ont. C'est pour ça qu'ils ont dit « for the people, by the people ». Quand ils disent « nous autres », puis c'est pour ça que le guichet unique a été fait à Cocagne, c'est justement, c'est des personnes de ce sphère d'âge-là qui sont plus informées, qui ne sont pas payées par ça, ne sont pas faites par un programme, ils sont là juste pour informer les gens. Puis s'ils ne connaissent pas la solution, ils savent à qui parler à l'intérieur de leur réseau, de leur niveau d'âge, pour trouver les solutions. Donc, c'était plus une question de confort de qui est-ce que je vais aller voir comme guichet unique. Beaucoup d'autres classes qui ont fait des guichets uniques, mais je veux dire, la chose qui a été dite souvent par ce groupe-là, c'est qu'ils disent c'est un guichet unique, mais ça ne l'est pas. Ils disent c'est un guichet unique, tu vas là, puis là, les autres, ils parlent de quelque chose à propos d'un tel bénéfice pour les nutritions, ils n'ont aucune idée où t'envoyer.
Tandis que les autres, ce groupe-ci était beaucoup plus conscient que les autres ont plus la solution dans leur groupe. Je ne dis pas qu'ils ont toute la solution, mais c'est un peu plus efficace à ce niveau-là. Le troisième questionnement que j'avais, puis je ne voudrais pas que tu penses que mon nombre de questions était un manque d'intérêt ou d'appui de ton projet, mais plutôt c'est vraiment pour bien le comprendre. Une des choses qu'on a vues à la Ville de Dieppe dans les principes de loisirs et d'autres choses qu'on envisage, c'est les interactions multigénérationnelles. Oui. Alors ici, dans notre question, ici, on semble viser vers quelque chose seulement pour les aînés. Oui. Alors, comment est-ce qu'on réconcilie le principe de vouloir cette interaction entre les générations pour le bénéfice de tous et envisager un projet qui regarde à vraiment isolé, bien, je ne veux pas dire isolé, mais quelqu'un pourrait dire on essaie de cibler les aînés à une place le jour. Je vais vous dire ce que les gens disent, ils ont dit là souvent, on n'a pas une place à nous autres. Okay? Puis, ce n'est pas pour dire qu'il va être isolé du reste. Puis je vais répondre à ta question avec le projet multigénérationnel. Ça peut émaner de ce groupe-là, de cette place-là, qu'eux autres vont développer une activité qui va être faite conjointe avec une école. Parce que cette place-là va créer des activités, va créer des événements, va créer des occasions pour qu'eux autres socialisent ou qu'ils se développent ou qu'ils s'épanouissent. C'est ça qu'ils cherchent, mais ils n'ont pas la place pour. Puis, si je vais vous dire aussi, je pense que ce serait un aspect intéressant à ressortir. Ça, absolument. Puis c'est ça qui va ressortir. Puis ça, c'est ce groupe-là qui va faire ces projets-là. Dans les écoles, moi, j'ai vu quand les personnes viennent lire à des premières années à l'école Amiro, puis c'était magique. Puis les autres cherchent ça. Mais comment est-ce que tu le fais d'une façon plus organisée? Si tu aurais, personnellement, si tu aurais un point central comme ça, guichet unique, tu pourrais le faire mieux. Pour le faire plus grave. Puis, je vais juste finir avec ça. C'est pas mon projet. Non. C'est le projet qui est émané, qui est tout sorti de l'Association des aînés Nouveau-Brunswick, qui a des guides directeurs, qui a été étudié par MADA. Et ensuite de ça, la Ville de Dieppe, quand j'ai été embauché pour faire l'étude, on m'a dit, Dieppe va être un leader de ce qu'on va faire avec nos aînés. C'est ça la réponse qu'on a pour vous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup pour la question. Maintenant, conseillère Leboutier. Merci beaucoup. Puis, merci, conseillère Godbout, là, sur le dernier point. Ça faisait partie d'une question. Premièrement, merci beaucoup. Puis, merci aussi aux employés d'avoir touché ce sujet-là. Parce que c'est vraiment une grappe de notre société que je trouve qu'on a besoin encore de redonner beaucoup plus, penser à l'extérieur. Et puis, qui m'amène à MADA comme tel, qui est les aînés, mais on a maintenant un groupe. Est-ce que c'est le même groupe qui dirige à Dieppe? Parce qu'on a à Dieppe depuis 2 ans maintenant, un conseil d'administration des aînés. Est-ce que ceci est dirigé par eux? C'était une de mes questions que j'avais. Donc, le comité MADA est un comité du conseil, donc présidé par M. le maire. Il existe encore sous la même forme qu'il existait 2 ans passés. Puis c'est eux qui ont fait la recommandation d'embaucher les services de New Focus. Puis plus tard dans la réunion, vous avez une résolution aussi pour une étude de faisabilité, mais ça vient de ce comité-là. Donc, ils sont toujours en train de travailler sur le terrain au niveau du concept de MADA. Donc, ils sont toujours existants, oui. Parfait. Puis pour la première axe du logement et de plan de faisabilité, est-ce que la Ville va appuyer ce groupe-là aussi avec la firme de consultants pour regarder à toutes ces options-là? Oui, donc vous allez voir un peu plus loin dans l'agenda, il y a une résolution, une motion qui vous demande l'approbation pour une étude de faisabilité. Puis à la fin de la journée, l'étude de faisabilité va être faite en conjonction avec le comité MADA, puis la réalité de tous les jours. Donc, ouais. Et merci beaucoup. Puis c'est vraiment intéressant. Je suis vraiment contente et heureuse de voir qu'on sait qu'on avance, mais on avance encore à de grands pas. Ça fait que bravo à tout le monde. Merci. Merci. Merci encore une fois pour la présentation, M. Grandmaison. Vous avez identifié des points très importants, puis on a hâte de voir la suite. Merci. Donc, prochaine présentation. Présentation sur les signalisations, traverses et sentiers multifonctionnels avec Dany Leblanc. Ah oui, c'est... Madame la mairesse suppléante, membre du conseil. Mon nom c'est Dany Leblanc, puis je suis ingénieure avec les services d'ingénierie de la ville de Dieppe. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter notre mise à jour du concept relatif à la signalisation
pour traverse de santé multifonctionnelle aux rues publiques. Donc, il s'agit de la signalisation pour les automobilistes. Donc, en 2010, l'Association des transports du Canada, qu'on connaît comme l'ATC, avait pas encore publié des standards par rapport aux traverses de santé multifonctionnelle. Donc, la Ville de Dieppe a décidé d'adopter son propre concept. En gros, c'était basé sur les standards du Québec, puis c'était selon la classification des rues. Puis, 2 ans plus tard, l'ATC a publié sa 2e édition du Guide canadien de signalisation des voies cyclables. Puis, dans cette édition-là, il y avait des standards par rapport aux traverses des sentiers. Donc, aujourd'hui, on trouve une variété de différentes traverses dans la ville de Dieppe, certaines qui sont selon notre concept, puis d'autres qui sont selon les standards de l'ATC. Donc, le but de la mise à jour du concept, c'est de standardiser nos traverses à travers la ville, puis d'assurer une certaine consistance pour assurer la sécurité des utilisateurs. Donc, la mise à jour inclut, puis va même au-delà des standards de l'ATC, puis la classification de rue n'a aucun impact sur la décision d'indiquer ou non une traverse. Donc, le concept s'applique autant aux routes collectrices comme les rues locales, par exemple, sur la rue Avant-Garde. Donc, en total, dans la ville, on a 43 traverses de santé multifonctionnelles. Le coût maximum estimé pour faire les changements aux traverses serait de 38 000 $ plus TVH. Donc, maintenant, je vais vous présenter le concept comme tel. Donc, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est un minimum seulement. Donc, si on voit qu'il y a des besoins supplémentaires, c'est quelque chose qu'on peut toujours évaluer dans le futur. Puis aussi, à noter que ça s'applique seulement à 2 types de traverses, donc les traverses en section courante, qu'on connaît comme des mid-block crossing en anglais, puis aux traverses aux intersections sans feu de signalisation, donc ça ne s'applique pas aux carrefours giratoires. Donc, le premier type de traverse, c'est celle en section courante, comme par exemple sur la rue Vanier, la rue Avant-Garde, puis la rue Centrale. Donc, ici, on voit les panneaux qui s'appellent signal avancé de passage pour piétons et pour cyclistes, qu'on voit aux approches de la traverse. Puis, à la traverse comme telle, on a les panneaux de passage pour piétons et cyclistes qui sont de chaque côté du chemin dans chacune des directions. Puis, pour le marquage routier, on voit le passage pour piétons zébrés qui est au milieu. Puis, des 2 côtés, on voit les lignes de tirets carrés qu'on connaît aussi comme les pattes d'éléphant ou les elephant's feet en anglais, qui indiquent le passage des cyclistes. Puis, en plus, on a les triangles qui indiquent aux automobilistes de céder le passage pour les piétons. Le deuxième type de traverse, c'est les traverses aux intersections de rue, qui n'ont pas de feu de circulation, comme par exemple à l'intersection du boulevard Dieppe puis la rue Yvonne, ou du chemin Melançon puis la rue du Moulin. Donc, sur la route principale, on voit les panneaux passage pour cyclistes sur la route secondaire. Sur la route secondaire, il y a les panneaux d'arrêt qui s'y trouvent déjà, puis on s'assurait d'avoir les marquages qui indiquent la ligne d'arrêt en plus de ça. Puis, pour la traverse comme telle, on a les lignes blanches parallèles qui indiquent le passage pour piétons. Puis, encore une fois, les lignes de tirets carrés qu'on connaît comme pattes d'éléphant pour indiquer le passage pour cyclistes. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y aurait des questions et des commentaires de la part du membre du conseil? Il n'y en a pas. Oui? Ah, OK, excuse. Conseillère Godbout. Merci Mme Leblanc pour votre présentation très utile. Une des questions que j'avais, comment est-ce que l'implantation de ces mises à jour-là aurait un impact si jamais le conseil voulait, par exemple, je vois dans d'autres communautés où ils font des passages à piétons ou différentes choses, multicolores ou différentes choses pour célébrer certaines occasions ou différentes choses. Est-ce que vous avez regardé cette idée-là dans la mise à jour ou comment les standardisations adressent des enjeux comme ça? On n'a pas regardé à ces situations-là comme telles, mais c'est quelque chose qu'on peut regarder plus en détail.
Ceux-là qu'on... Ouais, c'est ça. Madame Spencer, quelque chose à ajouter? Oui. Madame Spencer. Merci, Madame et maire suppléante. Donc, dans le passé, lorsqu'on avait des demandes pour des traverses multicolores, on priorisait des endroits comme au centre-ville, par exemple, où ce que la circulation est bien contrôlée, mais on s'assurait quand même d'avoir les 2 lignes blanches qui sont réglementaires, et ensuite la peinture était faite entre les 2 lignes blanches. Donc, je ne proposerais pas nécessairement de mélanger les traverses pour sentiers, mais plutôt garder seulement où il y a des traverses de piétons, comme au centre-ville, par exemple. Parfait, merci. Merci. Moi, j'avais une question. Donc, moi, j'avais posé la question il y a quelques semaines. C'était par rapport à quand on traverse les sentiers, on se promène dans les sentiers, puis là, on arrive sur une rue, comme dans ton exemple de traverse en section courante, là. Si on n'est pas habitué à la ville, des fois, on ne sait pas sur quelle rue on tombe en marchant dans nos sentiers. Donc, est-ce qu'on a pensé à ajouter des petits panneaux qui indiquent sur quelle rue on arrive lorsqu'on marche en sentier? Donc, aujourd'hui, le concept que j'ai présenté, c'est seulement pour la signalisation, pardon, pour les automobilistes, Okay. mais on est aussi en train de regarder à réviser la signalisation pour les sentiers comme tels. Ça va s'en venir dans le futur. OK, parfait, merci. On a une autre question de conseiller Godette. Merci. J'ai une question. Ces enseignes-là, comment c'est quoi qui va arriver prochainement? Ou? Donc, les changements seraient faits progressivement par les services de travaux publics, en commençant avec la priorité aux traverses qui n'ont aucune indication tout de suite, ou qui n'ont pas les traitements, puis ça serait fait de façon graduelle. Ouais. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée parce que comme le chemin Bouc, j'ai passé par là hier, puis il fait noir tous là, puis le monde se promène dans les sentiers, puis tu vois pas le traverseur quand tu arrives juste là. Ça, c'est vraiment une bonne idée. C'est tout, je vais. Merci. Merci. Est-ce que M. Mélenchon, vous avez quelque chose à ajouter? Non. Non, c'est tout? Je suis juste préparé. OK, t'es prêt. OK, bon, ben, merci beaucoup pour la présentation. C'était super. Merci. Prochain item, questions du public. Est-ce qu'on a des questions du public? Oui, s'il vous plaît, vous avancez et vous identifiez au micro. Henri-Paul Ferron, et je demeure au 200 avenue Acadie. Puis ici, je suis ici ce soir en tant que président du Club d'Âge d'Or de Dieppe. Et un des commentaires qu'il a fait tantôt m'a surpris un peu. Je ne crois pas qu'une municipalité amie des aînés devrait ignorer les clubs d'Âge d'Or parce qu'on offre un bon service aux personnes aînées. Bon, si vous me permettez, je vais prendre 2 minutes pour mettre ma question en contexte, OK? Parce qu'il faut savoir pourquoi que je pose la question. Okay. Le Club d'Âge d'Or de Dieppe est un organisme à but non lucratif qui a pour but de sortir les aînés de la solitude en leur donnant la possibilité de faire des activités. Toutes les activités ont lieu à l'édifice du club, au coin de l'avenue Acadie et Sainte-Thérèse. C'est là aussi que l'Association des vétérans de Dieppe font la majorité de leurs activités et viennent les faire au club. Cet édifice construit dans les années 30 fut la première église de la paroisse de Sainte-Thérèse, une salle paroissiale et finalement la salle du Club d'Âge d'Or de Dieppe. C'est nous autres qui appartient l'édifice présentement. Mais aujourd'hui, cet édifice est en danger. Aujourd'hui, l'édifice est en danger. Des itinérants ont pris refuge sur la galerie de l'édifice. Et en plus de faire des dommages à l'édifice, comme casser le bas du perron, puis ça, on a fait installer des tapis neufs au printemps. Et puis, déjà, ils sont tous marqués des mégots de cigarettes qui a brûlé dessus, des chandelles qui a brûlé dessus. Puis, avec l'âge de l'édifice, un édifice de 90 ans, le danger que ça prenne en feu, c'est immense, là. Puis cet édifice-là,
qui était la première église de la paroisse. Elle signifie beaucoup pour beaucoup de monde dans la paroisse de Dieppe, mais c'est aussi un grand centre de rassemblement pour nos aînés. Puis, c'est rendu un point maintenant qu'il y a beaucoup de nos aînés qui commencent à avoir peur à venir au club. Parce qu'ils arrivent là, puis il y a des itinérantes couchées sur le perron, puis tout. Ma question, c'est, la ville de Dieppe peut-elle nous aider à tenir les itinérants loin du club? Merci pour vos commentaires. Je comprends vos inquiétudes. Est-ce qu'on a des... Madame la maire suppléante et Monsieur Ferron, alors, première information pour moi, alors on va discuter avec l'équipe, le personnel, voir quelle action qu'on peut faire. On va certainement aussi aviser la GRC de la situation. Je ne sais pas si vous avez fait les appels, alors sans savoir. Mais je vais m'assurer qu'on en discute demain matin avec l'équipe pour voir si on a des actions qu'on peut apporter. J'en suis à ma 4e appel déjà à la police. La première fois, ils n'ont pas venu. Les 2 fois suivantes, ils sont venus parce qu'on avait des itinérants couchés là qui disaient qu'ils ne pouvaient plus bouger. C'est là, l'ambulance, toute la police est venue. La semaine passée, au début de la semaine passée, je crois, j'ai appelé et j'ai déposé une plainte pour vandalisme. Parce que c'est du vandalisme. Il brise la bâtisse. Et puis, on m'a répondu qu'un agent allait me téléphoner. J'attends toujours son appel. Alors, on va aussi voir s'il n'y a pas des actions préventives qu'on peut aussi peut-être apporter au bâtiment. Je sais que ça va prendre un peu d'investissement possiblement, mais en tout cas, juste tout ça pour dire qu'on va en discuter demain. Peut-être vous donner vos coordonnées à M. Richard pour qu'on puisse faire un suivi avec vous dès demain durant la journée. Okay. Merci pour vos commentaires. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? Other questions from the members of the public? Est-ce qu'on a reçu des questions en ligne? Non, non, aucune question de la part des gens en ligne. Aucune question. OK, parfait. Donc, prochain item, adoption des procès-verbaux de la réunion ordinaire tenue le 25 septembre. Donc, est-ce que quelqu'un veut faire la proposition? Proposée par conseiller Brideau, appuyée par conseiller Godette sur la question. Aucune question pour ceux qui sont en faveur de l'adoption. Oui, adopté. Merci. Motion. Thème 10.1.1. Oui, alors, Madame la mairesse suppléante, alors comme premier dossier au niveau de l'administration, on vous propose un projet pilote de stationnement hivernal. Alors, comme que vous le savez, les changements climatiques sont omniprésents dans notre région et à travers le monde. Alors, l'hiver parfois arrive un peu plus tard. On a un arrêté qui stipule que dès le 1er décembre, les gens sont interdits de stationner sur le bord de la rue. Alors, on voit certains hivers qu'on a des chutes de neige qui peuvent arriver plus tard que le 1er décembre. Alors, c'est des choses qu'on ne peut pas envisager ou anticiper. Alors, on sait également que nos villes voisines ont mis en place l'an passé un projet pilote avec la technologie et tout ce qui s'en vient, les ressources humaines aussi qui sont en place dans nos villes voisines. Alors, pour nous, afin de pouvoir réussir et de s'ajuster avec qu'est-ce qui est la réalité, on vous suggère de faire un changement à notre arrêté sur le stationnement hivernal que dès que la première chute de neige, après le 1er décembre, se produira, c'est à ce moment-là que le stationnement interdit sera imposé sur les bords de la rue. Alors, si la neige tombe le 15 novembre, alors le 1er décembre sera encore la date qui sera préservée pour que le stationnement soit interdit. Si la première chute de neige tombe le 12 décembre, alors ça sera activé dès le 12 décembre si c'est ça qui se présente comme situation. Alors on pense que ceci, c'est une initiative qui va quand même être un équilibre entre la quantité de neige et parce qu'on a eu des commentaires, des observations de certains citoyens et citoyennes sur la question.
Alors, selon notre capacité au niveau de l'équipe, on pense que ceci est une alternative qui est raisonnable, qui peut être gérée. Et vous avez dans le mémorandum plusieurs informations sur l'analyse du personnel sur la question. Alors, c'est notre recommandation et si le Conseil veut adhérer à cette situation ou à cette recommandation, par la suite, on apportera des modifications à notre arrêté qui sera apporté dans les prochaines rencontres. Alors, c'est pour votre considération. Si vous avez des questions, on pourra certainement tenter d'y répondre. Merci pour la lecture de la résolution. Conseiller Brideau. Merci, mairesse adjointe. Alors que le Conseil accepte la mise en œuvre d'un projet pilote pour la saison hivernale 23-24 qui vise à suspendre temporairement l'exécution de l'alinéa 5.1J de l'arrêté C-1-2023 jusqu'à l'annonce météorologique de la première chute de neige de 5 cm ou plus après le 1er décembre. Je vous le propose, madame. Proposé par conseiller Brideau, appuyé par conseiller Lanteigne sur la question. Pardon, ça va pas long. Conseillère Godbout. Merci, Madame la maire suppléante. Premièrement, merci pour le très bon rapport qui a accompagné la recommandation. J'ai trouvé que c'était complet et transparent. Je vous apprécie. Je ne connais pas qui est l'auteur, mais c'était vraiment bien. Ça nous a donné beaucoup d'éléments de réflexion, dont je voulais revenir sur 2 des points. Puis c'est sur les points qui sont peut-être moins favorables à la résolution. Là, je voulais juste éclaircir 2 choses. Une des affaires que j'avais comme inquiétude avec ce qui était proposé, c'est que je me suis mis dans la situation d'un citoyen qui stationne sur la rue. Puis que, puis peut-être des nouveaux citoyens pas au courant de l'enjeu, alors qu'avant, il y aurait peut-être, je me demande si que tout d'un coup, là, il tombe de la neige, puis là, c'est à ce moment-là qu'il apprend qu'il faut que quelque chose change. On n'a pas beaucoup de périodes de préavis ou d'autres choses. Puis dans ma tête, je me disais, mais ça serait peut-être plus facile de maintenir la date du 1er décembre qu'on a, parce que c'est une date fixe. Là, c'est une date aléatoire. La première date qui va avoir 5 cm de neige, tu sais, c'est pas quelque chose que tu te gardes en tête là, quand tu fais ta préparation. Là, alors que si tu dis à partir du 1er décembre, c'est à partir de cette date-là qu'on a des enjeux, puis la minute qu'il y a de la neige, il y a quelque chose. Quitte à utiliser la discrétion qu'on a pour juste donner des avertissements jusqu'à temps qu'on ait la première tombée de neige, là. Mais au moins, à partir du 1er décembre, là, commence à penser que la neige s'en vient, puis il va falloir que tu fasses de quoi avec ton véhicule les soirs qu'il va neiger, parce que tu ne peux pas stationner là, c'est un problème. Fait, pour moi, je me mettais dans la situation, puis je trouve qu'on se donne un peu des ennuis plus tard dans le chemin quand on arrive avec la situation, puis ça serait peut-être, il me semble, plus pratique, puis plus idéal pour les gens, puis pour les citoyens d'avoir une date fixe, de savoir que c'est ça la règle, puis d'agir en conséquence, puis c'est à eux autres à jouer le jeu de quand est-ce qu'ils vont avoir cette période-là. En tout cas, c'était pour moi, c'est comme une réflexion que j'avais là, en termes d'impact de déroulement. Alors, Madame la maire suppléante, alors on a eu cette même question-là. Mais j'ai pensé que vous l'avez eu. Alors, c'est certain que ceci, ça engage ou ça nous demande de faire une campagne de sensibilisation. On le fait déjà dans le passé pour la date du 1er décembre. Alors, est-ce qu'on a encore des gens qui ne respectaient pas le 1er décembre? Oui. Alors, ça, c'est dans l'historique des choses. Mais on aura une campagne de sensibilisation pour informer les gens que voici le changement qui est suggéré. On invite les gens à respecter qu'est-ce que l'arrêté stipule après la première chute de neige. Alors, cette campagne-là sera développée, mise en place et on va certainement donner des avertissements dans la première situation. Alors, oui, est-ce que ça sera parfait? Probablement qu'on aura certains défis, mais on reconnaît que les changements climatiques sont notre réalité aussi en passant. Ça fait. Dans les 2 options, il y a des défis aussi. L'autre chose dans ma réflexion pour voter en faveur ou pas, c'était cette idée-là qu'on est en train d'accommoder un comportement qu'on essaie de décourager dans d'autres politiques, c'est-à-dire avoir un véhicule par résidence. Fait qu'on est en train de dire... Oui, on donne-nous comme vision avoir un véhicule, on essaie de faire ça, mais en même temps, on va vous accommoder si c'est pas ça que vous faites. Là. Fait, pour moi, ça vient comme... Bon, à un moment donné, quand tu tires des 2 côtés, là, ben, tu n'avances pas. Là. Fait, à un moment donné, je pense qu'on prend une direction, puis le reste de nos politiques devrait ramer dans la même direction. Peut-être c'est trop tôt, peut-être c'est trop rigide, mais ça me semble qu'on est en train de vraiment... se plier en 4 pour un comportement que de nos directives, on veut essayer de décourager.
Fait que pour moi, je sais pas, pour moi, j'ai de la misère à réconcilier les deux. Puis là, la dernière chose que je voulais soulever, puis vous pouvez répondre à cette, si vous avez pensé à cette critique-là, je pense que c'était quand même mentionné dans le rapport, fait que je suis sûre que vous avez la réflexion. Il y a une mention d'idée qu'on a de la misère à avoir des remorqueurs aussi pour essayer de, si jamais on voulait enlever les autos, etc. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations à cet égard de cette question-là, de la disponibilité du remorquage des véhicules à Dieppe? Alors, sur cette question, on a une situation depuis quelques années qu'on a des remorqueurs qui ne répondent pas à nos appels pour la bonne et simple raison que notre arrêté interdit le stationnement de leurs véhicules sur leur terrain privé. Alors, on a une situation qui se présente, puis on est en train de trouver des pistes de solutions. On pense qu'on a trouvé une piste, mais avant qu'on l'ait de confirmer, je ne la partagerai pas en public, mais en temps et lieu, lorsque ça se présentera, on aura une précision de comment on va gérer la situation. Alors, concernant les remorquages, c'est ça la situation. Oui, merci. Je ne m'en rappelais pas. Merci de cet enjeu-là. C'est mineur pour le principe de ce qu'on regarde aujourd'hui, mais oui, c'était ça mon commentaire, surtout en termes de les deux principes là, de ce qu'on essaie de mettre de l'avant. Merci. Conseiller Godette. Merci. La question est, le rapport dit qu'on a les deux dernières années qu'il y a deux villes voisinantes qui ont changé les choses de faire là, pour la neige. Ça il y a eu des conflits, on nous a-tu parlé? Ou? Là, je n'ai rien moi de mémoire parce que c'est M. Simard qui avait le dossier, là, et puis il est absent ce soir pour des raisons de santé. Premièrement, le projet pilote était sur une ville seulement l'année dernière. La deuxième ville anticipe de faire la même activité ou le projet pilote cet hiver. Alors, eux n'ont pas de bagage, d'expérience ou de données. Il ne semble pas avoir eu beaucoup de problèmes dans la ville voisine, mais il faut se dire aussi que l'hiver dernier, ça a été un hiver léger au niveau de chute de neige. Alors, ça, c'est peut-être aussi un autre facteur qu'ils veulent prolonger le projet pilote pour une deuxième saison. Okay. Alors, c'est juste faire une comparaison. Oui. C'est que... Oui. OK, merci. Merci. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Pour ceux qui sont en faveur de la résolution? Oui? Oui. Donc, la résolution est... Peut-être demander s'il y a un contre. Est-ce qu'il y a un contre? Oui, un contre enregistré pour le conseiller Godbout. Okay. Donc, la résolution est adoptée. Maintenant, dans le développement communautaire, 10.2.1. Alors ici, vous avez reçu la présentation tout à l'heure du sondage ou de l'étude avec New Focus. Alors ici, c'est pour aller un peu plus loin dans cette initiative et d'avoir recours à des services professionnels pour une étude de faisabilité pour une maison des aînés. Alors, il est recommandé de retenir les services de New Focus pour un montant de 46 400 $ plus TVH. Alors, ceci, ça cadre également dans le cadre du plan directeur de loisirs et vient appuyer le comité mis en place par le conseil municipal au niveau des aînés à Dieppe. Alors, c'est pour votre appui et d'entamer cette initiative. Merci. Alors, pour la lecture de la résolution, conseiller Godette. Merci, Madame la mairesse suppléante. Que le Conseil adjuge le contrat visant le recours à des services professionnels pour une étude de faisabilité de l'implantation d'une maison des aînés à New Focus au coût de 46 400 $ plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-70-84 2585, budget de fonctionnement général, consultant SRIR. Je te le propose. Proposé par conseiller Godette, appuyé par conseillère Leboutier. Sur la question, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Conseillère Leboutier. Merci beaucoup. C'était pas une question. C'est pas une question, c'est un constat, puis je pense une question de transparence, c'est quand même important que nos citoyens sachent
que le coût ne sera pas le coût total reporté aux citoyens de la ville, mais il y a bien des subventions qui s'y rattachent à ça, à ce coût ici. Oui. C'est plus de ce côté-là. Je trouve que c'est de mise le coût réel que ça va nous coûter aussi à la municipalité, c'est tout. Merci. Okay. Merci beaucoup. Oui, merci. On a un montant de 20 000 de la Société de développement régional de la province. Alors, j'ai omis de le mentionner. Alors, le total de la ville sera de 26 400. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, pour ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-les par oui. Oui. En contre, personne contre. Ça a été adopté à l'unanimité. Alors, prochain item, gestion de l'environnement 10.3.1. Alors, en 2019, on avait adopté cette politique pour encourager les gens, alors ça faisait partie de nos initiatives vertes à la ville de Dieppe, d'avoir un programme qui incitait les bornes de recharge et qu'on pouvait en avoir l'usage à la maison. Alors, on avait un montant d'argent qui était disponible aux résidents et résidentes pour cette initiative. Auparavant, il n'y avait pas d'autres partenaires qui s'étaient identifiés pour subventionner une partie des coûts. Alors, depuis 7 ans, Énergie Nouveau-Brunswick a maintenant un programme en place qui vient appuyer certains de cette initiative ici. Cette année, la ville de Dieppe, on n'a mis aucun argent dans cette initiative, alors parce qu'il y avait d'autres partenaires de disposer à le faire. Alors, c'est pour simplement abroger cette politique parce qu'il y a d'autres alternatives pour nos résidents et résidentes. Et dans le futur, s'il y a d'autres initiatives qui pourraient se présenter, on va certainement vouloir les considérer et en temps et lieu, vous les apporter pour considération. Alors, c'est ça l'explication. Pour la lecture de la résolution, conseiller Lantaigne. Merci. Donc, le Conseil abroge la politique Z3-2019-1 intitulée Incitatifs financiers envers l'installation de bornes de recharge à usage domestique. J'en fais la proposition. Madame la mairesse suppléante. Proposé par conseiller Lantaigne, appuyé par conseiller Brideau. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui? Oui. Donc, ça a été adopté à l'unanimité. Prochain item, 10.3.2. Ici, avec l'adoption de l'arrêté sur les arbres que le Conseil a pris en considération et qu'on a travaillé fort à mettre en place, une action qui était nécessaire et qui doit être mise en place, c'était de créer un comité d'appel. Alors, lorsque les citoyens ou les entreprises sont peut-être en désaccord sur certains éléments de la recommandation de l'étude arboricole ou de l'étude du personnel, ils auront maintenant l'option d'aller à un appel avec ce comité ici. Alors, dans l'arrêté, c'était identifié qu'on devait identifier 2 citoyens et citoyennes et 3 experts en arboriculture ou sciences connexes. Alors, pour ce soir, on a 3 personnes qui sont recommandées d'être retenues pour la mise en œuvre de ce comité. On continue à poursuivre le travail pour retenir les 2 autres personnes qui pourraient compléter le nombre de 5. Alors, c'est pour des mandats de 2 ans qui vont se terminer en octobre 2025 pour Christelle Légère, citoyenne, Mélanie Leblanc, citoyenne, et Jérémy Ouellette, qui est un arboriculteur certifié ISA. Alors, c'est pour votre considération. Merci. Pour la lecture de la résolution. Conseillère Leboutillier. Merci beaucoup. Que le Conseil nomme un comité d'appel en vertu de l'article 18 de l'arrêté E1-2023 concernant les arbres. Que ce comité soit formé de 2 citoyens et de 3 experts en arboriculture ou sciences connexes et que le processus de nomination des membres de ce comité soit conforme à l'arrêté A-4.1-2016 concernant le comité du Conseil et les commissions, les autorités et les comités externes. Que le Conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres de comité d'appel pour le mandat de 2 ans se terminant le 10 octobre 2025, Christelle Légère, citoyenne, Mélanie Leblanc, citoyenne, et Jérémy Ouellette, arboriculteur certifié ISA. Je vous le propose.
OK. Proposé par conseillère Leboutier, appuyé par conseiller Brideau. Sur la question, on a une question. Conseillère Godbout, un instant. Là. Merci. Je voulais juste comprendre le processus d'identification des nominations. Monsieur Truchon-Travois? OK, je vais aller. Oui, merci pour la question. On est allé avec, pour M. Ouellette, en fait, c'est quelqu'un qui nous avait déjà contacté à travers le processus de consultation publique, avec beaucoup de commentaires, c'était très élaboré. Ensuite, c'est aussi un des seuls arboriculteurs qui a soumis ses propres rapports d'évaluation. Donc, c'est quelqu'un qui a pris la peine de bien s'intégrer avec le règlement puis de le comprendre. Et puis, son intérêt était manifeste là, quand on s'est parlé au téléphone. Pour Mme Légère, c'est en fait une ancienne employée du service du ministère de l'Environnement du gouvernement du Nouveau-Brunswick et résidente à Dieppe, impliquée en environnement. Et donc, par contact interposé, elle a signifié son intérêt. Puis pour Ménalie Leblanc, c'est aussi quelqu'un qui a passé à travers le processus de permis déjà avec l'arrêté sur les arbres et qui travaille en réglementation au niveau du transport, si je ne m'abuse. Donc, qui connaît un peu ce genre de procédure-là et qui manifestait également son intérêt pour participer. Mais c'est des approches qui ont été faites par contact interposé. Là. Il n'y a pas eu d'annonce publique ou de choses comme ça. C'est vraiment par... est-ce que vous connaissez quelqu'un que ça pourrait intéresser et qui pourrait participer à ce comité? Donc, on en cherche encore. Passez le mot. Merci. Puis écoute, je pense qu'on a trouvé des excellentes personnes, des excellentes candidats et candidates. Mais justement, peut-être dans l'avenir, il va falloir se donner un processus de transparence pour les gens qui aimeraient être participants. Je pense qu'à mesure qu'on avance avec le temps, je pense qu'on a un processus interne qu'on peut utiliser pour un appel d'intérêt. Fait qu'on veut s'assurer de maintenir cette politique-là disponible aux gens. Okay, merci. Merci. Très bon point. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, pour ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. 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 Sans contre, personne. Alors, ça a été adopté à l'unanimité. Prochain, dans le secteur d'ingénierie, 10.4.1. Alors ici, vous avez devant vous un ajout de travaux additionnels sur le fraisage et l'asphaltage de nos routes désignées. Alors, on était déjà venu ici pour ajouter certaines sections. Ce soir, et parce que les travaux vont bien, les coûts sont bons et aucune surprise ne se présente lorsqu'on est en train de faire des travaux cet été. On vous recommande, et ceci suite à l'approbation du département de transport et infrastructure de la province du Nouveau-Brunswick, qui ont un accord de cette initiative ici, d'ajouter une section des routes désignées, qu'on parle ici sur l'Amiro, entre la Melançon et jusqu'à la rue des Copains. Un contrat qui serait octroyé à Modern Construction 1983 pour un montant de 589 772 $ plus TVH et qui aussi occasionne un coût léger additionnel pour le service d'ingénierie avec Englobe Corp pour 26 700 $. Alors ici, qu'est-ce qui est important à retenir, c'est le montant qu'on octroie qui est la balance et qu'est-ce qui est au budget pour les routes désignées, qui est un partage avec la province du Nouveau-Brunswick et la ville de Dieppe. Et je peux vous dire aussi que l'on va épuiser la totalité de l'enveloppe, qui veut dire que si les travaux vont toujours très bien, qu'on a la possibilité d'aller un peu plus loin que la rue des Copains, on va certainement le faire. Alors, si vous voyez que la machine va un peu plus loin que la rue des Copains, ne soyez pas surpris et passez le mot qu'on a mieux géré les budgets et que ça a bien été. Alors, c'est pour votre recommandation. On reconnaît que le conseil Godette sera content de cette initiative ici, parce qu'il a soulevé la question lors de la dernière réunion publique. Puis, c'est pour avoir votre appui de pouvoir procéder à l'ajout au contrat qui est en place. Merci. Peut-être que le conseiller Godette voudrait faire la lecture. Merci. Que le conseil autorise un deuxième ajout au contrat avec Modern Construction 1983 limité en vue de projet intitulé Fraisage et Alphaltage 2023 rue Champlain au coût additionnel de 589 777 et 97 sous. Juste une précision, 772 et 97 pour avoir le bon montant. Plus TVH autorise également un deuxième ajout au contrat avec
Englobe Corp en vue de services d'ingénierie relatifs à ce projet au coût additionnel de 26 700 $ plus TVH et autorise en plus que ces dépenses soient prélevées sur le compte numéro 3-3-58-35-7670, budget d'immobilisation générale rue Champlain, route désignée, et que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 270 000 $ du compte numéro 3-3-35-58-76-60, budget d'immobilisation générale, chemin Gauvin, conduite d'eau, au compte numéro 3-3-35-58-76-70, budget d'immobilisation générale de rue Champlain, route désignée. Je te le propose. Proposé par conseiller Godette, appuyé par conseiller Lantaigne. Sur la question, est-ce qu'il y a des questions de la part du membre du conseil? Non. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. 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 Alors, c'est adopté à l'unanimité. Nomination 10.5.1. Ici, vous avez devant vous M. Justin Poirier qui vient d'être nommé comme gestionnaire en foresterie urbaine. Alors, afin qu'il puisse exécuter ses responsabilités, c'est pour lui donner le pouvoir d'agent chargé de l'exécution des arrêtés, alors mettre en place et en œuvre les arrêtés. Alors, c'est pour officialiser par votre appui. Oui, qui veut faire la lecture? Oui, conseiller Lantaigne. Merci. Que le Conseil nomme Justin Poirier gestionnaire en foresterie urbaine à la Ville de Dieppe à titre d'agent chargé de l'exécution de l'arrêté municipal sur les arbres en vigueur et que cette nomination se poursuive tant que la dite personne demeure au service de la municipalité ou que cette nomination soit limitée ou résiliée par le Conseil. J'en fais la proposition. Proposé par conseiller Lantaigne, appuyé par conseiller Brideau. Sur la question, aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. 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 Ceux qui sont contre, adopté à l'unanimité. Prochain item, opération 10.6.1. Alors ici, vous avez une recommandation de notification de marché. Alors, suite à un appel d'offres, deux soumissions ont été reçues. Il est recommandé d'accepter la proposition de Roadway System Limited pour 276 729. Ici, les travaux sont mis en niveau d'électricité au site Musicor. Alors, comme vous savez bien, concert YQM et aussi les festivités du 15 août. Alors, ça demande d'avoir une amélioration au niveau de capacité d'électrique. Alors, ceci va répondre à ce besoin. Je complémente aussi qu'on a une contribution de la Société de développement régional aussi envers cette initiative ici. Alors, une partie des coûts encourus et certaines autres améliorations au site Musicor font partie de cette initiative, d'une demande qu'on a reçue une confirmation. Alors, c'est pour votre approbation pour procéder avec ces travaux au niveau de l'électricité. Merci. On va faire la lecture. Conseiller Brideau. Oui, ce sera pas long. Vu qu'il nous manque du monde ce soir. Oui, c'est ça, vous le lisez plus souvent. Là. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet de mise à niveau électrique du site Musicor au soumissionnaire le moins 10 ans, soit Roadway System Limited, au coût de 267 729 $ plus TVH, et autorise que ces dépenses soient prélevées sur le compte numéro 3-3-70-12-76-19 du budget d'immobilisation générale site Musicor. Je vous le propose, Madame la mairesse. Suppléante. Proposé par conseiller Brideau, appuyé par conseiller Lantaigne. Sur la question. Question de conseiller Godette. Merci. La question que j'ai, c'est pour la mise à niveau sur l'entrée électrique jusqu'à voir la capacité pour les concerts, exemple le YQM, c'est pour ça qu'on a des plus gros événements qu'on avait. Ma question est, c'est que ce champ-là avait été bâti en 2018. Là, 5 ans après, on fait
une mise à niveau. On est sûr qu'on est correct avec ces numéros-là. Seule question que je me demande, c'est que je trouvais qu'il y avait une grosse différence. Les soumissions, il y en avait 2, puis c'était 267 000, puis l'autre était 455 000. So, je veux juste être sûr qu'on compare les pommes avec les pommes. Alors, vous connaissez les sortes de pommes parce que c'est votre métier. Alors, je vais certainement demander à M. Bourque de vouloir venir compléter pour répondre à la question. Mais ma première réaction, c'est la complexité, l'aménagement, les écrans géants. Alors, c'est tous ces éléments-là qui font partie maintenant d'une scène. Mais je vais laisser M. Bourque répondre. Bonsoir. Alors, bonsoir. Premièrement, la différence entre les deux soumissions, je n'ai pas vraiment de commentaires là-dessus, autre que dire que Roadway, la compagnie qu'on avait le meilleur prix, connaît très bien le site. Je dirais que c'était peut-être un avantage pour eux autres parce que eux autres avaient fait les travaux originalement sur le site. Alors, pour cette partie-là de la question, je pense que c'était ça la question, en fait, que vous posiez. Maintenant, est-ce qu'on va avoir assez de capacité? Là, on ajoute 2 panneaux de 400 ampères. Alors, finalement, avec l'amélioration en électricité, là, c'est des grands mots. Le panneau va être beaucoup plus gros, qui va nous permettre actuellement, le panneau alimente 2 panneaux satellites de 400 ampères. On va pouvoir en faire 2 autres. Alors, un pour les lumières, un pour les vidéos, un pour le son et un pour toutes les autres petites choses électriques sur le site. Alors, ça va vraiment venir diviser cette distribution-là. Le dernier été, les défis, ça a quand même très bien été parce que souvent, des fois, l'arrière-scène, il peut y avoir des défis d'avoir des génératrices de 400 ampères. On a pu en avoir 2 et on se croisait les doigts que les 2 allaient fonctionner. Parce que ça peut arriver des fois que tu as des pépins. Ça fait qu'on était toujours en recherche pour une autre. On avait de la difficulté à trouver. Ça fait ici, c'est une opportunité de vraiment améliorer notre site pour cet événement-là et autres événements dans le futur. So, ma question, le final, ça serait pour comme le YQM, on va avoir besoin de génératrices ou qu'on va pas en avoir de besoin? Je dirais qu'on va probablement quand même voir des génératrices sur le site. Question des choses peuvent arriver quand même, ça fait que ça peut en avoir sur le site, mais selon les informations qu'on a, la manière que c'est configuré, on devrait pouvoir alimenter tous les besoins sur le site avec ceci. OK, c'est ce que je voulais être sûr, qu'on ne voulait pas dans 5 ans faire une autre mise à niveau. J'ajouterais que d'ici 5 ans, si l'ampleur des événements et ces choses-là, on ne le connaît pas, mais... Non, ben, jusqu'à date, on sait ce qu'on a besoin. Ça va faire ce qu'on a besoin. C'est ça? Oui. Enfin, je trouvais que le numéro était pas mal gros, puis petit. So. OK, merci. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. Ceux qui sont contre, c'est adopté. Alors, 10.6.2. Alors ici, 10.6.2 et 10.6.3 sont interreliés, là. Alors, afin d'améliorer l'accessibilité aux personnes qui ont la mobilité réduite, on souhaite apporter des améliorations à l'accès au site et sur le site. Alors, vous avez comme premier dossier la recommandation pour les travaux de préparation de sentiers. Avec J.K. Fraser & Son pour 23 300 $. Et le deuxième dossier, c'est pour l'asphaltage avec Dexter Construction Company Limited pour un montant de... Et là, j'aurais dû vous dire qu'on a des versions révisées. J.K. Fraser, 28 345 $. Et pour Dexter Construction Company, pour un montant de 68 850 $ qui parle de 510 $ la tonne. Alors, c'est pour l'amélioration d'accessibilité, mobilité réduite au site Musicor. Merci. Qui veut en faire la lecture? Conseillère Godbout. Merci. Que le Conseil adjuge le contrat visant les travaux de préparation du site en vue d'asphaltage du sentier au site Musicor à J.K. Fraser & Son Limited
au coût de 28 345 $ plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-70-12-76-19, budget d'immobilisation générale, site Musicard. Je vous le propose, Madame la mairesse suppléante. Proposé par conseillère Godbout, appuyé par conseiller Godette sur la question. Oh, une autre question. Conseiller Lantaigne. Merci. Ma question, je sais qu'ici, on parle plutôt, c'est au niveau de l'accessibilité, hein? Oui. OK. Mais il suffit qu'on parle de travaux de réparation, tout ça. On sait qu'on a eu un été exceptionnel là, avec toute la pluie qu'on a eue, tout ça. Là. Puis j'étais au YQM, puis est-ce que ça a été regardé s'il y avait une façon comme à certains endroits où il y avait beaucoup plus d'eau qui se ramassait, par exemple, comme en avant du burb, tout ça, tandis qu'on est dans les réparations, s'il y a des solutions, que ce sera mettre de la gravelle ou quelque chose du genre, ça a été regardé. Et est-ce que ça a été considéré de le faire? Ça va être l'année prochaine ou un autre? Ça va être fait? Conseiller Lantaigne, oui, la question était sous l'eau personnelle. Alors, je ne sais pas si M. Bourque, vous avez une précision ou peut-être M. Richard sur la question d'accès, surtout à l'accès à des sentiers là, vers le groupe au niveau de la foule. Oui, je sais que le personnel travaille actuellement dans une solution là-dessus, puis je pense qu'on n'était juste pas prêt pour vous apporter ça aujourd'hui, mais j'ai comme l'impression qu'on travaille dessus pour voir vous amener quelque chose très prochainement. OK, ça pourrait être fait en même temps que ceci ou... je ne sais pas en termes de timing de travaux, là, mais parce que ici, il y a une certaine urgence avec l'hiver et tout ça. Là, et tout ça, donc je sais qu'il y a quelque chose qui vous êtes en train de discute. Oui, on est au courant. Ouais. Parfait, merci. Merci. Alors, ça a été proposé et appuyé. On a posé des questions et ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui? Oui. Ceux qui sont contre, c'est adopté. Alors, prochain item, le 10.6.3. Est-ce que le conseiller Godbout, vous voulez le lire? Que le conseil adjuge le contrat visant l'asphaltage du sentier au site Musicart à Dexter Construction Company Limited au coût soumissionné de 510 $ la tonne pour un coût total de 68 850 $ plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-110-12-76-19, budget d'immobilisation générale site Musicard. Je vous le propose, Madame la mairesse suppléante. Proposé par conseillère Godbout, appuyé par conseiller Godette sur la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. Ceux qui sont contre, c'est adopté. Prochain item, planification et développement 10.7.1. Alors ici, vous avez devant vous une recommandation du CCU. Alors, depuis le début de l'année, le personnel, avec une firme de consultants, travaille à voir à comment intégrer le plan d'aménagement municipal et l'arrêté de zonage avec l'annexion du territoire suite à la réforme municipale et le nouveau territoire que la ville de Dieppe a reçu au niveau de sa superficie. Alors, toutes les étapes ont été franchies. La recommandation est d'adopter les recommandations et également de procéder à la première et deuxième lecture de l'arrêté Z9 et Z10 qui rendra également plusieurs membres de l'équipe très contents du travail qui sera complété. Alors, c'est pour votre considération avec un processus qui a été entamé dès le début de l'année 2023. OK. Pour la lecture de la résolution. Conseillère Leboutier. Merci. Que le Conseil accepte la recommandation formulée le 20 septembre 2023 par le Comité consultatif en matière d'urbanisme visant une demande de modification au plan d'aménagement municipal Z-9-2017 et l'arrêté de zonage Z-10-2021 afin d'intégrer et harmoniser les principes d'aménagement de territoire pour faire suite à la réforme de la gouvernance locale du Livre blanc. Que le Conseil procède aux premières et deuxièmes lectures de l'arrêté Z-9-2017-10 et Z-10-2021-9. Je vous le propose. Proposé par conseillère Leboutier, appuyé par conseiller Lantaigne sur la question.
Question de conseillère Godbout. Oui, merci. Mais c'est une question vraiment au personnel, juste pour voir. C'est pas spécifique, mais ayant fait tout le processus, on arrive au bout du processus. Avez-vous des choses que vous avez questionnées dessus ou des éléments que vous avez trouvés difficiles dans le processus qui ont peut-être été plus une question de jugement que dans ce qui a été recommandé? Y a-t-il des éléments comme ça à nous soulever à ce moment-ci? Monsieur Girard. Question très ouverte. Oui, merci pour la question. Donc, c'est sûr que l'ouvrage qui a été acheminé par le personnel, c'est vraiment multidisciplinaire. Donc, il y a beaucoup de facteurs là, qui ont été considérés. Dans le processus d'annexion du territoire, où est-ce qu'il y avait effectivement des gens qui habitaient, c'était une différente forme d'annexion du territoire, comme on l'avait vu en 2017, où est-ce que le territoire qui avait été annexé, il y avait d'habitants qui habitaient le secteur. Donc, pour nous, l'enjeu critique, là, quand on a entamé les consultations avec notre expert conseil ou notre firme expert conseil et aussi avec les consultations externes avec les résidents, c'était qu'à la fin de la journée, il fallait quand même reconnaître le contexte rural du secteur annexé. Donc, pour nous, on a mis un emphase spécifique dans le plan d'aménagement municipal pour reconnaître l'apport du territoire. Et puis, on a fait en sorte là, que le développement futur, en termes de densité, en termes d'intensité, sera reflété là, par rapport à la grande vision de la municipalité. Donc, c'était le travail là, qui était acheminé. Puis, comme j'ai mentionné, il y a eu beaucoup de petites difficultés à franchir par rapport aussi au processus légal d'annexer. Il faut quand même abroger aussi des règlements ministériels dans ce processus-ci qui est reflété dans les projets d'arrêté. Donc, c'est ça qui est présenté pour vous. Là. Merci. Merci. OK. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. Ceux qui sont contre, c'est adopté. Alors, prochain item, 10.7.2 pour une audience publique. Alors ici, on a reçu une demande pour apporter une modification à l'arrêté de zonage de la part de Global Pet Foods. Alors, ils sont en train de procéder à une construction d'un espace sur la Hardnet et souhaitent apporter un autre genre d'activité au bâtiment, une chenille commerciale dans la zone industrielle du Parc Affaires et Technologies. Alors, on fixe la date du 14 novembre 2023 prochain, ici même à l'Hôtel de Ville, et on demande un avis du comité consultatif en matière d'urbanisme. Et pour la circonstance exceptionnelle, on demande un délai d'avoir cette recommandation-là le 11 décembre 2023. Alors, c'est pour permettre d'entamer le processus suite à une demande de raisonnage. Merci. Pour la lecture de la résolution, conseiller Lantaigne. Merci, Madame la mairesse adjointe. Que le Conseil fixe une audience publique le 14 novembre 2023 à 19h à l'Hôtel de Ville de Dieppe en vue d'entendre les objections ou modifications proposées liées à l'arrêté de zonage Z-10-2021-10 visant le terrain identifié sur le NID 703-93566 en vue de permettre l'usage d'un chenil commercial en zone industrielle du Parc d'affaires et technologies IT. Que le Conseil demande l'avis écrit du comité consultatif en matière d'urbanisme et prolonge le délai prévu sous l'article 110.3 de la loi sur l'urbanisme au 11 décembre 2023. J'en fais la proposition. Proposé par le conseiller Lantaigne, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Question conseillère Leboutier. Merci beaucoup. C'était plus une question d'information. Je voulais juste savoir, est-ce que le processus, parce que là, on est dans une zone commerciale, est-ce que l'avis aux entrepreneurs avoisinants, est-ce que c'est toujours 250 mètres? Est-ce qu'on va avoir les détails, 250 ou le 150 mètres, je pense? C'était plus le processus, parce que ça n'arrive pas souvent au point de vue commercial. Merci beaucoup. C'est vraiment une excellente question. On s'est posé la même question à l'interne. Qu'est-ce qu'on a l'intention de faire? C'est de quand même envoyer un avis dans un rayon de 100 mètres, mais étant donné que l'amendement va avoir un impact sur tous les propriétaires localisés à l'intérieur d'une zone IT, on va leur envoyer une lettre individuelle à chaque propriétaire qui a un zonage IT. Parce que ici, c'est un amendement de texte. On ne fait pas un rezonage, mais on amende
les usages permis à l'intérieur de la zone TI. Donc, tous les propriétaires qui vont être localisés à l'intérieur de 100 mètres, même s'ils sont à l'extérieur de la zone IT, vont recevoir un avis. En plus des propriétaires qui sont à l'extérieur du 100 mètres, qui ont un terrain zoné IT, eux aussi vont recevoir un avis. Okay. Et l'avis va considérer quoi? Est-ce que ça va seulement, ou est-ce qu'on applique maintenant la nouvelle façon, un petit sommaire ou? C'est ça. Donc, on a changé un peu notre approche. Là. Donc, on va certainement, dans l'avis, on va stipuler l'amendement proposé. Étant donné que ce n'est pas nécessairement relié avec un projet concret où est-ce qu'on va informer avec un plan titre, on parle vraiment d'un amendement de texte. L'information qui va être partagée va porter essentiellement sur l'amendement de texte qui va être proposé dans l'arrêté de zonage. Parce qu'il ne faut pas oublier ici, on a quand même une demande spécifique de Dogtopia, mais il n'y a rien qui empêche que si le conseil désire d'aller d'avant avec la proposition, avec l'amendement de texte, qu'un autre applicant dans un autre terrain IT pourrait faire la même application puis que ça serait maintenant autorisé là, si c'est adopté. Là. Donc, c'est de faire cette nuance-là. Là. Parfait, merci bon? beaucoup. Okay. Oui. Merci. Conseillère Godbout. Oh, le micro. Là. Parfait, merci. Suite à cette question-là, est-ce que selon la logique dicterait aussi que si on va aviser tous les gens qui ont le même zonage, qu'on va aussi aviser les gens qui sont en dedans de 100 mètres de ces mêmes personnes-là aussi? Parce que plus tard, ces gens-là vont pouvoir appliquer pour un arrêt, quelque chose qui serait maintenant permis. Il me semblerait que toutes les personnes qui sont en dedans de 100 mètres, de ceux-là qui vont recevoir potentiellement les nouveaux droits dans le nouveau zonage, auraient aussi la chance d'offrir leurs commentaires. Encore là, c'est quand même des démarches qui seront un peu extraordinaires du côté d'aviser. Je ne suis pas nécessairement opposé de faire ça. Si on prend les exemples précédents où on faisait des amendements de texte, pas tous les propriétaires qui ont un impact d'amendement de texte sont techniquement avisés par une lettre dans la poste. Mais à la fin de la journée, on peut certainement faire l'exercice, voir combien de propriétés qui sont affectées, puis je veux dire, on peut certainement prendre cette démarche-là. Moi, je vous encourage. Je dis, écoute, à vous autres, au moins l'étudier, voir qu'est-ce que ça prendrait, parce que pour moi, c'est beaucoup de transparence, quelque chose qu'on veut, quelque chose que les citoyens demandent. Et si moi, je me suis installée à côté de quelqu'un, sachant que ce qui était le zonage qui était permis à côté de moi, puis que la ville, maintenant, changeait le zonage, que mon voisin était maintenant permis pour l'utilisation, je pense que j'aimerais au moins avoir le droit de parole à la ville qui va prendre cette décision-là pour voir qu'est-ce qui est l'impact. Autant pour la personne qui fait l'application que pour les personnes futures qui peuvent faire l'application. Pour moi, je vous encouragerais de l'élargir. Premièrement, je vous félicite de l'avoir élargi, d'y avoir considéré, mais j'irai un petit peu plus loin dans votre pensée. Okay. Merci, c'est noté. Merci. Prochain conseiller Godette. Merci. Juste une question, je pense que c'est une bonne question, je vais la demander pareil. Cette shady-là, c'était totalement dedans, ou ça peut être à l'extérieur? C'est une excellente question. Encore là, c'est une question qu'on a réfléchi à l'interne. Pour nous, l'applicant pourrait effectivement opérer à l'extérieur dans son modèle d'affaires. Mais pour nous, la proposition de texte qu'on va présenter à l'audience publique, on va restreindre l'usage complètement à l'intérieur et ne pas permettre d'enclos extérieur. Donc, de ce côté-là, c'est important à noter que cet amendement-là suit quand même la réglementation provinciale sur le bien-être des animaux et puis que la SPCA eux-mêmes donnent des licences d'opérer. On a reçu des correspondances formelles de leur côté que ça respectait quand même la réglementation provinciale si l'usage était connu complètement à l'intérieur. OK, il prépare de usage à l'extérieur. C'est ça. Donc, c'est sûr que comme on amène un chien, on va partir du stationnement puis on irait à l'intérieur, mais l'enclos, Madame la maire suppléante, ce soir, on fixe la date. Le dossier sera complet le 14 novembre avec toute l'information. Alors, c'est pour éviter qu'il y ait un débat, parce que ce n'est pas le forum de le faire pour des raisons de procédure. Là. Je veux juste, pour pas qu'on entende des négociations, parce que
C'est bon. Ben, c'est des bonnes questions. Merci. Merci. Alors, maintenant que les questions ont été posées, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. Ceux qui sont contre? Non. Alors, c'est adopté. On est maintenant aux arrêtés municipaux. 11.1, arrêté C1. Alors ici, c'est un changement qu'on apporte à la rue Jeannette. Alors, c'est l'interdiction du stationnement sur le côté ouest de la rue, entre le chemin Gauvin et la rue Napoléon. Alors, pour des raisons de sécurité et de circulation, il est recommandé, suite à l'évaluation, de procéder avec ce changement ici dans l'arrêté C1 au niveau de circulation routière. Merci. Alors, pour la lecture par titre, Conseiller Lantaigne. OK. Par titre seulement, arrêté C-1, 2023-1, arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement de la ville de Dieppe. J'en fais la proposition par titre seulement. Première lecture. Alors, proposé par conseiller Lantaigne, appuyé par conseiller Brideau. Sur la question? Aucune question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le. Oh, il y a une question. Conseiller Godette. Merci. Merci. J'avais lu un peu sur cet arrêté-là, j'avais vu sur le chemin Foss Creek, ça mettait en tout temps, côté est du chemin Leblanc jusqu'au chemin Melançon, puis en tout temps, des deux côtés du chemin Leblanc jusqu'à la rue Amiro. Je ne comprenais pas comment ça se fait qu'il y avait la moitié du chemin Foss Creek que tu ne pouvais pas stationner des deux côtés, puis l'autre moitié, tu avais le droit de stationner au ouest. La raison que j'amène la question, c'est que j'ai eu des plaintes qu'il y a des telles soirées de la semaine, il y a jusqu'à 10 véhicules ou plus qui sont stationnés aux côtés du chemin. Moi, je pense que toute la rue Foss Creek devrait être pas stationnée sur les deux côtés parce qu'il n'y a pas de trottoir sur cette section-là. Si tu t'en viens à pied ou vélo, tu n'as comme pas de place à aller si ces autos-là sont stationnées là. C'est ça que... On en prend note et on va faire l'évaluation de voir. Okay. On reconnaît qu'il y a aussi la continuation du sentier qui devrait avoir lieu l'année prochaine, l'été prochain. Alors, mais on en prend note et on revient au conseil avec un suivi. Merci. Parfait. Alors, pas d'autres questions? Ceux qui sont en faveur de la première lecture, signifiez-le par un oui. Oui. Ceux qui sont contre, c'est adopté en première lecture. Deuxième lecture, encore conseiller Lantaigne. Arrêté C-1, 2023-1, arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe. On fait la proposition en deuxième lecture par titre seulement. Proposé par conseiller Lantaigne, c'était appuyé par qui? Conseiller Brideau. Conseiller Brideau. Sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. Ceux qui sont contre, c'est adopté. Prochain item 10.2, arrêté Z9. C'est suite à l'adoption de la recommandation du CCU au niveau de l'annexion de territoire. Alors, les deux prochains arrêtés, Z9 et Z10, sont pour les adopter par le Conseil et que ça soit en vigueur en bonne et due forme une fois toute la troisième lecture adoptée. Parfait. Alors, pour la lecture, première et deuxième lecture par titre seulement. On veut... Conseiller Brideau. Arrêté Z10. Z9. C'est Z9 et Z10, n'est-ce pas? Oui, 11.2 Z9. Oui. Z9 d'abord. Arrêté Z9, correction. 2017-10, un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. Je vous le propose en première lecture.
Proposé en première lecture par conseiller Brideau, appuyé par conseillère Leboutillier. Sur la question? Aucune question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. Ceux qui sont contre, c'est adopté. En deuxième lecture, encore, conseiller Brideau, s'il vous plaît. Madame la mairesse adjointe, arrêté Z9 2017-10, un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. Je vous le propose en deuxième lecture. Merci. Par titre seulement. Oui, merci, conseiller Brideau. C'était appuyé par conseiller Leboutillier. Alors, sur la question, aucune question. C'est ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. Ceux qui sont contre, c'est adopté. Prochain item, arrêté Z10. Qui veut en faire la lecture? Conseillère Leboutillier. Oui, merci. Arrêté Z10 2021-9, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe, je vous le propose en première lecture. Proposé en première lecture par conseillère Leboutillier et appuyé par conseiller Brideau. Sur la question? Aucune question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. Ceux qui sont contre, c'est adopté. Maintenant, en deuxième lecture par titre. Oui, arrêté Z10 2021-9, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe, je vous le propose en deuxième lecture par titre seulement. Proposé en deuxième lecture par titre par conseillère Leboutillier, appuyé par conseiller Brideau. Sur la question? Aucune question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. Ceux qui sont contre, c'est adopté. Alors, maintenant, arrêté Z3 2023. Alors, suite à la révision de la réforme municipale et l'annexion du nouveau territoire, on doit périodiquement tout réviser nos arrêtés qui intègrent ce nouveau territoire à nos arrêtés en vigueur. Alors, l'arrêté Z3 sur les arrêtés concernant le lotissement des terrains pour la ville, vous avez la révision qui intègre ce nouveau territoire. Alors, c'est pour la première et deuxième lecture de cet arrêté Z3. Merci. Alors, pour la première lecture par titre, conseiller Lantaigne. Merci. Arrêté Z-3-2023, arrêté concernant le lotissement de terrain dans la ville de Dieppe. J'en fais la proposition. Proposé par conseiller Lantaigne, appuyé par conseillère Leboutillier. Sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. 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 Ceux qui sont contre, c'est adopté. Alors maintenant, en deuxième lecture. Arrêté Z-3-2023, arrêté concernant le lotissement de terrain dans la ville de Dieppe. J'en fais la proposition en deuxième lecture par titre seulement. Madame la mairesse adjointe. Proposé par conseiller Lantaigne, appuyé par conseillère Leboutillier. Sur la question, aucune question. Alors, c'est ceux qui sont en faveur de l'arrêté. Signifiez-le par un oui. Oui. Alors, c'est personne contre. Parfait. Alors, c'est adopté. On est maintenant aux avis de mention. C'est rendu. Ça va bien. Ça va bien. Est-ce qu'il y a eu des avis de motion? C'est le conseil qui on ferait motion s'il y en aurait ce soir. Non, il n'y en a pas. Alors, demande de renseignements et annonce des membres du conseil. Je ne me rappelle pas quel point on a commencé la dernière fois. On va commencer par conseiller Godette. Est-ce que vous avez un message? Merci, Madame la mairesse adjointe. Moi, je n'ai rien à ajouter. J'ai tout dit ce que j'avais à dire. Parfait. Merci, puis bonne soirée. Merci. Parfait. Conseillère Leboutillier? Pareillement. Pareillement. C'est une bonne soirée. Bonne soirée. Non, mais sans faute, non, j'ai rien à rajouter. OK, parfait. Conseiller Brideau? À cause de mes deux conseillers à côté, ils n'ont rien à dire. J'ai rien à dire ce soir. Wow! Super.
Alors, ensuite, ça serait conseillère Turgeon-Roy. Est-ce que vous avez un message pour ce soir? Le seul message, la mairesse adjointe a vraiment bien fait ça, bravo. Puis, j'ai rien pour cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine. Merci. Ensuite, conseillère Godbout. Oui, merci. J'ai un point, désolée pour ruiner la run là, de pas de commentaires, mais je vais garder ça très court. C'est plutôt pour aviser au conseil et au public qu'on a quand même j'ai eu quelques semaines occupées avec l'autorité policière pour la région de Kodiak. On a eu le rapport que les 3 conseils avaient demandé à avoir pour les services de police disponibles pour la région. Alors, le rapport a été présenté aux 3 conseils, a été rendu public jeudi passé. Je voulais juste vous donner une idée de la suite des choses qui pourraient venir dans les prochaines semaines. Au niveau de l'APRC comme telle, l'autorité policière, elle va faire l'exercice de faire l'étude des recommandations, en partie parce que dans le rapport, il y a des recommandations qui visent particulièrement l'autorité policière. Elle va avoir l'occasion l'autorité va avoir l'occasion d'interagir avec l'expert conseil directement aussi pour prendre plus de détails. Elle va attendre les recommandations du conseil du rapport. Et les 3 conseils vont étudier le rapport puis faire parvenir ces choses-là. Alors, je m'engage certainement à assurer la bonne communication de ces recommandations-là. Il y a aussi on prévoit aussi rencontrer la GRC aussi pour regarder qu'est-ce qui sont les recommandations et comment est-ce qu'ils peuvent être implantés. Et avec tout ça, il y a aussi une présentation la semaine prochaine lors de notre réunion des comités permanents. Le président de la PRC sera ici avec un autre pour présenter le budget pour l'année prochaine. Alors, il y a eu beaucoup d'activités dans les dernières semaines sur le dossier. Puis vous aurez l'occasion de poser vos questions si vous en avez d'autres la semaine prochaine lorsqu'ils seront présents dans la présentation. Merci. Merci. Alors, ensuite, conseiller Lantaigne. Et pour moi, félicitations pour votre entrée sur la grande chaise, Madame la mairesse suppléante. Une initiation réussie. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci à tous mes collègues. Ça a bien été. C'était stressant, mais ça a bien été. Alors, je vous souhaite une bonne soirée à tous.